La FING, c'est une association qui est née il y a 14 ans maintenant, et qui a pour mission de produire et partager des idées neuves et actionnables pour anticiper les transformations numériques. Comment est-ce qu'on peut essayer de repenser l'équilibre entre les individus et les organisations en général autour de la question des données personnelles? On est dans un moment ou plutôt au bout d'un moment, où depuis quelques décennies, les organisations accumulent des informations personnelles à propos des individus, y compris pour des raisons tout à fait louables. Il s'agit de garder des traces de ce qu'on a fait ensemble, des éléments contractuels, des éléments sur les transactions. Il s'agit de vous reconnaître quand vous revenez 6 mois plus tard dans une autre agence bancaire ou un autre magasin de la même marque. Tous ces investissements qui, du point de vue commercial, ont été consentis dans un but qui était de fidéliser les clients et de les attacher à l'entreprise pour pouvoir leur proposer d'autres choses, pour pouvoir les garder dans le temps, parce que le client fidèle, c'est celui qui coûte le moins cher et qui rapporte le plus. Eh bien, cet effet-là est en train de se retourner. Et où en fait on a aujourd'hui, notamment parce qu'il y a ce sentiment un peu de surveillance ou de déséquilibre entre ce que c'est l'entreprise et ce que je sais moi, entre le pouvoir, la puissance de l'entreprise et la mienne, eh bien on est moins attaché aux marques, on est moins fidèle, on est de plus en plus opportuniste. Et donc c'est comme si on avait dépassé un seuil à partir duquel cet investissement-là, qui visait à fidéliser les clients, à essayer de garder le semblant d'une relation personnalisée alors que la relation s'était industrialisée, informatisée, est en train de basculer de l'autre côté, et d'un côté où il devient moins productif. Donc nous, notre conviction, c'est qu'en fait, si on a envie d'avancer, il faut qu'on partage le pouvoir issu des données. C'est-à-dire qu'on considère que si les entreprises ont des choses aussi intéressantes qu'elles le pensent, et parfois qu'elles le pratiquent, à faire de toutes ces informations personnelles, et ben pourquoi pas moi aussi, à partir des miennes? Donc est-ce que moi aussi, je pourrais avoir un système d'information qui utilise des données personnelles, les miennes, éventuellement comparées à celles d'autres personnes de manière anonyme, etc., comme les entreprises, pour mieux me connaître et prendre des meilleures décisions et mieux évaluer celles que j'ai prises. Et là, à ce moment-là, tout change. On a beaucoup travaillé sur la question de l'ouverture des données publiques territoriales, les données publiques étant donc les données que produisent et gèrent les acteurs publics dans le cadre de leur mission de service public et qui ne sont pas des données nominatives, c'est très important. Donc c'est des données cartographiques, d'enquête, de réglementation, de statistiques, voilà, toute une série de descriptifs de certains éléments du territoire, bon voilà, c'est ça. Et l'idée de base, c'était de dire, en ouvrant l'accès à ces données, d'une part, on crée une action publique plus transparente, c'est-à-dire quelque part, on ouvre la base sur laquelle les décisions sont prises, ou sur laquelle on peut évaluer l'effet des décisions passées, et d'autre part, on propose une matière première pour de l'innovation de services produite par toute une série d'acteurs. Donc il y a derrière ça quand même l'évolution d'une posture de l'acteur public qui commence à considérer, c'est conscient ou pas conscient, mais ça va quand même dans cette direction-là, que sa fonction n'est pas seulement de fournir le service public formidable, e-douane pour tout le monde, etc., ou de prendre toujours les bonnes décisions et d'avoir un avis sur tout, et le bon, mais que de fournir la base sur laquelle d'autres acteurs vont pouvoir agir. En revanche, la difficulté qu'on constate dans le champ de l'ouverture des données publiques, mais plus largement dans une économie qui repose de plus en plus, et une société qui repose de plus en plus sur l'usage de données pour prendre des décisions, pour les évaluer, etc., on s'aperçoit qu'à l'échelle locale, et notamment à l'échelle des petits acteurs, la plupart des gens ne savent pas de quoi on parle. Ne savent pas ce que c'est qu'une donnée, à quoi ça peut servir, qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça ressemble. Et c'est normal, c'est pas choquant, mais c'est embêtant parce que d'une part, elles sont là, donc les collectivités seraient fondées à dire « bah oui, mais moi j'ai fait tout un effort pour ouvrir mes données, mais personne n'en fait grand-chose, donc pourquoi tout ça ?» Et puis d'autre part parce que en fait, des gens en font des choses, mais c'est des très gros acteurs qui sont spécialisés dans l'exploitation de la donnée, qui ne sont pas nécessairement français ou européens, ce qui n'est pas un scandale, mais ça devient embêtant s'il n'y a pas de Français et d'Européens qui savent faire le même genre de choses. Alors il y en a quelques-uns, mais
Notre inquiétude, c'est vraiment celle-là. C'est est-ce que petit à petit, le fait de savoir reconnaître, trouver et exploiter des données confère à des acteurs, quels qu'ils soient, un pouvoir disproportionné par rapport aux autres qui ne sauraient pas le faire. Le MOOC s'inscrit dans une histoire assez longue de l'e-learning, de l'enseignement à distance d'abord, de l'e-learning, des cours en ligne des grandes universités américaines qu'un jour on décide d'appeler cours en ligne massifs, mais bon, et ouverts, mais qui s'appelait OpenCourseWare avant. Donc on s'inscrit dans une tradition relativement longue. Ce qui change, et qui n'est pas négligeable, c'est le niveau d'ambition. C'est qu'à un moment, en tout cas c'est mon analyse, à un moment, les acteurs se disent, mais finalement, ceci va me permettre de préempter un marché de l'enseignement supérieur qui est en train de se mondialiser à grande vitesse. Et donc, à tort ou à raison, je ne sais pas qui a raison, mais certaines universités pensent que la concurrence demain se livrera entre un petit nombre de grandes universités mondiales qui compteront leurs étudiants en centaines de milliers ou en millions. Et à ce moment-là, évidemment, ces étudiants ne seront pas sur un seul campus, ils seront répartis dans le monde entier. Et le MOOC est le vecteur qui va conduire, qui pourrait en tout cas amener des millions d'étudiants à s'inscrire à Stanford, à Berkeley, à Harvard, etc. Parce qu'il y a les meilleurs enseignants du monde qui y délivrent leurs cours. Et donc, au départ, c'était des contenus qui, d'un point de vue pédagogique, n'apportaient absolument rien, parce que c'était vraiment le cours magistral, c'est-à-dire le truc dans lequel un étudiant normalement constitué ne va plus, depuis longtemps, qui était simplement tourné en vidéo. Bon. Alors c'était forcément un cours magistral plutôt bon, de gens assez spectaculaires, etc., mais enfin, dont on pouvait lire les bouquins, dont on pouvait voir les confs déjà ailleurs en ligne, la belle affaire. Alors, sauf qu'ils ont fait à l'américaine, c'est-à-dire on fait ça, on le fait de manière spectaculaire, on le fait bien, et puis, en fait, comme ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils savent très bien que pédagogiquement, c'est nul. Mais c'est pas grave, on commence par prendre les étudiants et puis on améliore au fur et à mesure, d'ailleurs avec eux. Et donc, petit à petit, on crée une communauté autour et on découpe en grains et on commence à documenter, on commence à faire des exercices. Et donc, ce qui était vraiment pédagogiquement nul et non avenu devient petit à petit intéressant. Et simplement, il y a des étudiants, ils commencent à y avoir des revenus. Alors d'autres ont fait d'autres chemins. Il y a des expériences de MOOC constructivistes, plus collaboratifs, etc., très intéressantes en Europe, en France, etc. Simplement, ce qui leur manque en général, du coup, c'est l'ambition industrielle. C'est-à-dire que les Américains partent avec cette idée-là, qui est je veux des millions d'étudiants autour de ça. Ce qu'on peut reconnaître vraiment au MOOC, pour le meilleur et pour le pire, c'est d'abord cette ambition industrielle et ce côté-là qui, je vais préempter la mondialisation de ce marché. Et c'est d'une autre manière d'avoir réouvert, obligé tout le monde à réouvrir le dossier quand même un petit peu devenu un petit peu poussiéreux de l'enseignement en ligne et du fait que pour enseigner dans une société numérique, on ne pouvait pas juste faire mieux le cours magistral, que ça devait changer d'autres choses. Et donc ça, quelque part, ça a relancé cette discussion, et de ce point de vue-là, c'est à la fois super inquiétant, parce qu'on n'est pas au niveau d'ambition et d'engagement des Américains, et super intéressant, parce que ça réouvre le champ, et donc il y a quand même beaucoup de choses à imaginer. L'Internet des objets, les objets connectés, l'intelligence ambiante, c'est un très vieux sujet, enfin, à l'échelle du monde numérique. Les premiers papiers datent des années 80-90 là-dessus, et ils nous racontaient tous un peu la même idée, qui est à peu près tous les objets industriels demain, et même d'autres choses, les animaux par exemple, voire les plantes, vont exister dans le cyberespace. Avec une idée à l'époque qui était que ça allait rendre la technologie invisible. C'est-à-dire que petit à petit, cette technologie allait se dissimuler, se disparaître dans l'expérience de la vie quotidienne, et que c'était ça le rêve d'une
réalité, d'un monde autour qui, en fait, irait en permanence au-devant de mes besoins et de mes désirs. Et la grande vision de l'intelligence ambiante de Mark Weiser, qui nous raconte effectivement que les innovations les plus importantes sont celles qui disparaissent et qui ne se font pas voir. C'est super puissant comme phrase, c'est totalement faux. La télé, s'il y a un truc qui se fait voir, c'est la télé, qui a réorganisé la maison autour, qui a créé l'industrie de la table basse et du sofa, enfin bon, et la voiture, qui a intégralement réorganisé l'espace autour d'elle. Donc les innovations les plus puissantes sont celles, au contraire, qui réorganisent la réalité autour d'elle. Le numérique en fait partie. Et le numérique, du coup, ne sait pas dissimuler. Au contraire, on a des iPhones et on a des coques pour les iPhones, et, enfin, voilà, pour tous les smartphones du monde. Et on cherche à la fois le dissimuler, le montrer, l'accessoiriser, etc. Et ça va vraisemblablement continuer. Et donc ce scénario-là n'avait pas de réalité. En revanche, ce qu'il y a dans une réalité là-dedans, c'est le fait que de plus en plus, un objet, quand il existe, existe aussi de manière numérique. L'idée d'Internet des objets, c'est une idée un peu différente qui consistait à dire l'Internet, réseau qui a un petit peu coiffé l'ensemble des réseaux de communication de la planète, c'est-à-dire tout passe plus ou moins par l'Internet, que ce soit le téléphone, la télévision, le web et toute une série d'autres choses, eh bien les communications des objets vont passer aussi par là, et donc effectivement on va commencer à avoir un Internet dans lequel il y aura plus d'objets que d'humains. Et ça se passe pour l'instant pas vraiment comme ça. Parce que chacun des objets communicants continue, pour le moment, presque chacun en tout cas, de ne savoir communiquer qu'avec son maître, quelque part. Et donc, quand je suis un vélo partagé, je communique uniquement avec Vélib ou Vélov ou l'équivalent dans la ville dans laquelle c'est. Et quand je suis une palette de tels objets industriels, je communique uniquement dans une chaîne logistique et éventuellement une chaîne de distribution, etc. Donc, la plupart de ces objets ne publient pas les données, ni leur localisation, ni ce qu'ils ont mesuré, ni ce qu'ils ont vécu, etc., dans un endroit dans lequel on pourrait faire d'autres choses que ce qui est prévu de ces données-là. Mais des gens commencent à y travailler. Et on voit des gens on voit des fabricants qui commencent à considérer qu'effectivement c'est dans le monde ouvert que la valorisation va être la plus intéressante. On voit des plateformes qui commencent à émerger là-dedans. Mais c'est très lent. Donc aujourd'hui, on a des objets qui deviennent communicants pour faire des choses moyennement intéressantes. Et donc le moment où ça va devenir plus intéressant, c'est probablement le moment où on se sera vraiment débarrassé de l'ancienne vision de l'intelligence ambiante, et on n'y est pas tout à fait encore.